Attends, comment tu peux venir nous dire que Nestlé est de gauche avec toutes les casseroles qu'ils ont aux fesses? Henri? Je m'appelle pas Henri. Mais non, Henri Nestlé, le fondateur. Qu'est-ce qu'il a comme casserole aux fesses au juste? Mais personne parle du fondateur. La question qui t'a été posée, c'était par rapport au groupe Nestlé. Ah oui. Oui, là forcément, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Commençons par Henri Nestlé. Il est né en 1814 à Francfort. Durant ses études, il a des contacts avec l'opposition et finit exposé à des représailles. Il s'exile alors en Suisse en 1843, plus précisément à Vevey, où il travaille d'abord comme pharmacien. En 1860, il se marie avec Anne-Clémentine Hemant. Ce mariage a son importance dans l'histoire. Henri est avant tout un expérimentateur, animé par le rêve de créer une entreprise prospère grâce à ses créations. Avec le soutien financier de son patron et de sa famille, il achète un moulin et la distillerie à Nantes, dans lesquels il installe une petite usine chimique. Il expérimente divers produits, comme le vinaigre, la farine d'os, la liqueur, et même des engrais à base d'os pulvérisés. Mais aucun de ses projets ne décolle. Finalement, Henri trouve du succès dans la conception de gaz liquéfié, qu'il vend à la commune de Vevey pour alimenter 12 réverbères. Ce contrat dure de 1858 à 1863, jusqu'à ce que le gaz de houille remplace le gaz liquéfié pour l'éclairage public, entraînant de nouvelles difficultés financières pour Henri. C'est à ce moment-là que Anne l'encourage à exploiter un autre domaine. Dans un journal, il découvre que de nombreuses femmes ne peuvent pas allaiter leur bébé, ce qui entraîne une forte mortalité infantile. Anne, qui elle-même ne peut pas avoir d'enfant, insiste pour que Henri fasse quelque chose. Inspiré par les travaux de Justus von Liebig, oui, celui-là même, il développe un lait infantile à base de lait de vache, de sucre et de farine de blé, qu'il nomme la farine lactée Henri Nestlé. Ce produit se démarque en sauvant la vie d'un enfant allergique au lait maternel et devient un succès dès 1867, atteignant même l'exposition universelle de Paris en 1872, où il gagnera un prix. La farine lactée de Nestlé se répand alors rapidement dans l'Europe et aux États-Unis. Il a alors l'opportunité de travailler avec un maître chocolatier suisse, et ensemble, ils créent le premier chocolat au lait produit en masse. La société prospère. En 1975, Henri décide de vendre sa société à ses partenaires, prenant sa retraite dans le village de Glion, au-dessus de Montreux, où il vivra avec Anne jusqu'à s'éteindre en 1890. Après ce rachat, les nouveaux dirigeants de Nestlé se lancent dans une grande expansion. Ils fusionnent avec Anglo-Suisse, un concurrent, pour former le groupe Nestlé, qu'on connaît tous. Copain? Oh non! Non. Mon ami. À partir de là, Nestlé se diversifie et se démarque notamment dans le café instantané en 1938, inventé grâce aux recherches de Max Morgenthaler. Inventé grâce à lui, qui continue son expérience malgré le refus de sa direction. C'est chez lui qu'il trouvera la recette. Ce café instantané, baptisé Nescafé, devient même un produit essentiel pour les militaires, en leur permettant d'être plus efficaces pendant la guerre. Mais qu'est-ce qu'il en est des scandales qui entourent Nestlé? Pourquoi la musique a changé? Tu vas voir, ça va pas être la fête. En 2015, l'Autorité européenne de la sécurité des aliments publie un rapport alarmant sur l'acrylamide, un composé chimique potentiellement cancérigène qui se forme dans les aliments cuits à haute température. Il est présent dans les produits comme le pain, les biscottes, les frites et le café. Selon l'EFSA, une exposition régulière à l'acrylamide pourrait augmenter les risques de cancer. Pour les consommateurs de tout âge, des tests menés par l'association française UFC Que Choisir révèlent des variations inquiétantes dans les niveaux d'acrylamide de certaines capsules de café, y compris celles de la marque Nespresso. Par exemple, une capsule Apergio de Nespresso, après infusion, voit son taux d'acrylamide tripler. A l'inverse, des capsules de la marque L'Or Intense tombent à 0 après infusion. Mais ça dépasse pas le seuil de gravité, si? Eh bien, demandons au professeur. Très franchement, Ces résultats soulèvent des questions sur le contrôle de la qualité et les processus de fabrication des capsules de café. Face à ces données, Nestlé a été interpellé, et la question de la sécurité de leurs capsules a fait surface dans les médias. L'acrylamide étant un cancérigène potentiel, ces résultats ont renforcé la vigilance des consommateurs et poussé les autorités à surveiller de près le taux d'acrylamide dans les produits de consommation courante. En mars 2022, une crise sanitaire éclate autour des pizzas Fresh Up de la marque Buitoni, propriété de Nestlé. Plusieurs enfants, suite à la consommation de ces pizzas, tombent gravement malades, et des tests révèlent la présence de la bactérie Escherichia coli. Cette bactérie, particulièrement dangereuse chez les gens fragiles, peut causer de graves infections intestinales, des insuffisances rénales et, dans les pires des cas, entraîner la mort. Des employés de l'usine, n'en pouvant plus, se sont tournés vers les réseaux sociaux. Ils publient alors des photos alarmantes.
Attention, c'est un peu dégueu à voir. Les photos montrent des vers dans les aliments, de la nourriture abandonnée sur le sol, de l'huile moteur suintant des machines de convoyage, des morceaux de plastique flottant dans les cuves de levure et des bacs de production sans aucun entretien. J'ai envie de vomir. Tu m'étonnes. Mais j'en ai mangé moi de ces trucs en plus. C'est loin d'être le seul. C'était l'une des pizzas surgelées les plus vendues dans l'Hexagone. Ces révélations exposent des manquements graves aux normes sanitaires, suscitant l'indignation des autorités et du public. Un vaste rappel de toutes les pizzas Fresh Up est organisé, et ces produits disparaissent rapidement des rayons. Mais c'était déjà trop tard. Les conséquences sont tragiques, et malgré les rappels, plusieurs cas graves sont constatés, et 2 enfants finiront par en perdre la vie. Face à ces preuves accablantes, Nestlé est contraint de fermer l'usine, et de retirer définitivement la marque Fresh Up du marché. Le scandale du Hearstgate éclate en 2013, révélant que de la viande de cheval est vendue dans de nombreux produits alimentaires, souvent mélangés à de la viande de bœuf, sans que ce soit indiqué sur l'emballage. Cette affaire prend ses racines dans l'Irlande et dans la Roumanie, où des événements particuliers ont amené une surabondance de viande de cheval sur le marché, et à bas prix. En Irlande, l'abattage de chevaux augmente significativement dans les années 2010, créant une problématique de gestion de cette viande dans un pays qui n'en mange pas. En Roumanie, une loi de 2012 interdit la circulation des attelages hippomobiles sur les routes nationales, entraînant l'abattage de milliers de chevaux. En une seule année, plus de 30 000 chevaux sont abattus dans le pays, entraînant une explosion de la disponibilité de cette viande sur le marché, et à des prix très bas. Ce contexte encourage certains industriels de l'agroalimentaire à mélanger de la viande de cheval avec celle de bœuf, pour réduire les coûts. La fraude est d'abord découverte chez Findus, mais il est rapidement établi que de nombreux produits contiennent de la viande de cheval, encore une fois sans aucune mention sur l'emballage. Nestlé est souvent critiqué pour son exploitation intensive des sources d'eau à travers le monde. L'entreprise extrait d'énormes quantités d'eau dans diverses régions. Dans certains cas, Nestlé puise dans des régions où l'eau est encore abondante, mais dans d'autres cas, l'exploitation se fait dans des zones où cette ressource commence à manquer. Un exemple en France est celui de Vittel, où l'exploitation d'eau par Nestlé met en péril les réserves locales. Des associations et des habitants locaux alertent régulièrement sur les méfaits de cette exploitation, qui pourrait aggraver les tensions autour de l'accès à l'eau pour les populations locales. Mais le problème dépasse Vittel. Nestlé est encore plus critiqué pour ses pratiques dans d'autres pays. Nestlé a parfois cherché à redorer son image, en finançant des installations pour permettre à certaines populations dans le besoin d'accéder à l'eau. Dans des régions où l'accès à l'eau potable est un défi, l'entreprise a en partie financé des forages et des systèmes de pompage, offrant une certaine accessibilité à l'eau potable. Cependant, une fois que ces actions ont permis à Nestlé de bénéficier d'une couverture médiatique positive et de se donner une image de bon samaritain, le financement est arrêté, laissant ces installations se détériorer, faute d'entretien. Progressivement, ces infrastructures tombent en ruine, laissant les habitants peu à peu privés d'un accès à l'eau. Le débat sur l'exploitation de l'eau est exacerbé par Peter Brabeck, ancien PDG de Nestlé, qui avait déclaré lorsqu'il était encore en poste « L'eau n'est pas un droit humain, mais une marchandise ». Cette position, qui considère l'eau comme un bien commercialisable plutôt qu'un besoin fondamental pour la vie, soulève l'indignation et alimente les critiques envers l'entreprise. Elle illustre l'approche controversée de Nestlé, qui privilégie la rentabilité économique de l'eau, un marché extrêmement lucratif pour l'entreprise. Pour donner un exemple concret, Nestlé, dans certains pays, peut acheter une citerne d'eau brute pour 10 $ et la revendre une fois embouteillée pour 50 000 $. Cette marge de profit révèle l'ampleur de la rentabilité de l'eau pour Nestlé, et ça explique pourquoi l'entreprise est prête à investir aussi massivement pour récupérer de l'eau, même si ça se fait au détriment des populations locales. Ça me fait penser à OR dans le Lorax. Tu veux dire une entreprise qui s'approprie quelque chose de vital et qui le revend ensuite en une marchandise chère et élitiste? C'est à se demander si c'est pas une référence directe. C'est surtout une référence au capitalisme à outrance, qui privilégie le profit direct aux mises en place de fonctionnement à long terme. Mais en effet, ça fait écho à la situation. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à le voir. C'est pas le film du siècle, mais ça fait réfléchir. Ce serait sympa à analyser. À analyser? Un futur format de vidéo? T'inquiète. Nestlé est aussi souvent critiqué pour ses techniques d'approvisionnement en matières premières bon marché, dont certaines sont associées à des problèmes environnementaux et sociaux graves, notamment 2 de ces matières premières, l'huile de palme et le cacao. Elles posent des enjeux complexes, mêlant des accusations de travail forcé, y compris d'enfants, et des impacts environnementaux dévastateurs. L'huile de palme est utilisée dans de nombreux produits chez Nestlé, en raison de son faible coût, mais sa culture entraîne des déforestations massives, notamment en Indonésie et en Malaisie, où des forêts tropicales sont rasées pour faire place à des plantations. Cette destruction des écosystèmes naturels met en péril des espèces menacées et contribue aux émissions de carbone, exacerbant le changement climatique. Au-delà de l'impact écologique, Nestlé est accusé de s'approvisionner auprès de fournisseurs qui exploitent les travailleurs, y compris des enfants. Amnesty International et Solidar Suisse ont dénoncé le fournisseur Astra Agro Lestari, qui approvisionne Nestlé en huile de palme. Les rapports font état de conditions de travail inadmissibles, où des travailleurs
adultes comme enfants, sont contraints de travailler de longues heures dans des conditions déplorables, sans accès à la quelconque protection de base. Ils sont souvent sous-payés quand ils le sont, tandis que les enfants sont privés d'éducation pour travailler dans les plantations. Face à ces révélations, Nestlé a d'abord répondu que les preuves manquaient pour établir des faits concrets, adoptant une attitude de déni face aux accusations. Ce n'est qu'après une pression internationale forte que Nestlé a décidé d'abandonner ce fournisseur. Toutefois, cette réponse tardive a laissé une impression de négligence sur la question des droits humains. La question du travail forcé s'arrête pas à l'huile de palme. Le cacao, ingrédient de base pour de nombreux produits de chez Nestlé, soulève également de graves questions éthiques. Les plantations de cacao, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana, sont tristement connues pour exploiter les enfants, parfois capturés et maintenus en esclavage. Ils sont contraints de travailler dans des conditions inhumaines, effectuant des tâches dangereuses sans protection. Ils sont exposés à des produits chimiques toxiques et contraints d'utiliser des machettes extrêmement coupantes pour récolter les cabosses de cacao. Et ça, au détriment de toute éducation. En 2001, Nestlé s'était engagé à mettre fin au travail des enfants dans ses chaînes d'approvisionnement, en signant le protocole Erkin-Angel, une initiative visant à éliminer les pires formes de travail des enfants dans l'industrie du cacao. Cependant, malgré cet engagement, des rapports récents montrent que peu de progrès ont été réalisés. Les enfants restent au travail et leurs conditions restent déplorables. Des ONG, comme Amnesty International, continuent de faire pression sur Nestlé pour que l'entreprise assure une traçabilité et un contrôle strict chez leurs fournisseurs. Et les consommateurs, de plus en plus sensibles aux questions de durabilité et d'éthique, exercent eux aussi une pression accrue, remettant en cause la réputation de Nestlé en tant que marque responsable. Et on en revient au lait en poudre. Au départ, Henri Nestlé invente la farine lactée pour venir en aide aux nourrissons en difficulté, offrant une alternative aux mamans qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Mais aujourd'hui, la stratégie de Nestlé en ce qui concerne le lait en poudre est très controversée, notamment en raison d'une campagne marketing hyper agressive. Vous voulez acheter du lait en poudre? Non. Oh. Dans plusieurs pays, Nestlé mène des campagnes visant à culpabiliser les jeunes mères, leur suggérant que leur lait maternel serait impropre et inférieur à la farine de lait Nestlé, et qu'il valait mieux, pour la survie de leur enfant, passer au lait en poudre de Nestlé. Vous devez acheter du lait en poudre. Et pourquoi j'achèterais du lait alors que j'en ai, moi? Parce que le vôtre est dégueulasse, ignoble, plein de bactéries, claqué au sol. Allez. Nestlé s'appuyant sur des arguments pseudo-scientifiques et sur des équipes de promotion pour insister sur le fait que leur lait en poudre serait plus sûr, meilleur et plus riche en nutriments. Cette publicité pousse certaines mères à abandonner l'allaitement, au profit du lait en poudre, même dans des régions où l'eau potable est une ressource rare, et où le lait en poudre, nécessitant d'être mélangé à de l'eau, devient dangereux. Dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, l'accès à l'eau potable est limité, et utiliser de l'eau impropre pour mélanger à du lait en poudre conduit à des risques de maladies graves, voire à des décès. Les bébés, en consommant ce lait reconstitué avec de l'eau impropre, peuvent développer des infections, souffrir de malnutrition, ou encore de maladies diarrhétiques mortelles. C'est en 2008, en Chine, qu'un scandale particulièrement sombre éclabousse Nestlé. Des tests prouvent que plusieurs lots de lait en poudre sont contaminés par de la mélanine, un additif chimique couramment utilisé pour fabriquer des plastiques. La mélanine est ajoutée pour augmenter artificiellement le taux de protéines détecté dans les tests de qualité, donnant l'apparence d'un produit plus nutritif. Cette falsification entraîne une vague d'intoxication massive. Entre 6 000 et 13 000 nourrissons tombent malades. Et encore une fois, de nombreux décès sont recensés. Nestlé est indirectement impliqué dans cette affaire, à travers ses fournisseurs. Bien que l'entreprise n'ait pas ajouté elle-même la mélanine, la marque se retrouve mêlée à ce scandale par son manque de surveillance sur la qualité et la sécurité des ingrédients fournis. Dans le monde, c'est 1,5 million de nourrissons qui meurent par an. Wow. Bon, à part ça, la plupart des malfaçons dont tu parles, c'est leurs fournisseurs, c'est pas forcément eux. En effet. Mais c'est méconnaître l'industrie. Il est de la responsabilité du contrôle qualité de se soucier de la production et de la conformité des produits utilisés. Ces services existent et ils ne sont pas payés à rien faire. Ils font leur travail. Et s'ils ont laissé faire, c'est qu'ils devaient laisser faire. Nestlé a avoué que seulement 49% de leurs achats de matières premières étaient traçables. Ils savent et plongent profondément la tête dans le sable, jusqu'à se faire attraper et se faire taper sur les doigts. Là, ils annoncent de grands projets de remaniement pour régler les défaillances qu'on leur met sous le nez. Et ne changent au final que peu de choses. Juste histoire de calmer les esprits. Si une entreprise de cette ampleur veut acheter de la farine pour faire du pain, elle va visiter l'entreprise qui possède le moulin. C'est ça, le fait de tracer ses produits. Voir les conditions de fabrication et de traitement des employés. Si Nestlé n'a que 49% de traçabilité, c'est potentiellement que 51% des produits qu'ils achètent, ils le font en fermant les yeux. Et ce, délibérément. Nestlé a vu le jour en essayant de résoudre un problème de santé publique. Mais l'entreprise actuelle s'est complètement éloignée de cette idée. Le contraste entre l'intention initiale d'Henri et Anne, qui cherchaient à sauver des vies, et les pratiques modernes de l'entreprise, pose des questions éthiques majeures. Au final, Nestlé incarne les défis d'une société multinationale. Peut-on concilier croissance économique et responsabilité sociale? Nestlé respecte-t-il encore l'héritage de son fondateur? Ou est-il devenu un symbole des excès de l'industrie agroalimentaire capitaliste? En conclusion, Henri Nestlé, plutôt de gauche, le groupe Nestlé à droite. Ouais, t'es pas satisfait? Là pour le coup, je suis vachement avancé. Tellement d'infos à digérer. J'étais pas prêt. Ouais.
J'aurais bien aimé faire plus court et moins tragique, mais comme tu l'as dit, ils ont pas mal de casseroles aux fesses. Et je voulais pas bâcler. Je vous mets en description les liens de toutes les sources que j'ai utilisées pour la vidéo. N'hésitez pas à réagir sur cette vidéo dans les commentaires ou à donner des idées pour les prochaines vidéos. Et nous on se dit à la prochaine. Salut.